Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, moi je remercie aussi la MLIS de m'avoir invité. Donc ces interventions sur les fausses informations et la manière de lutter contre, effectivement, moi je l'inscris aussi dans cette démarche de construction d'outils par les utilisateurs, par les lecteurs, les téléspectateurs de l'information. Et l'idée, c'est vraiment de vous apporter justement ce que nous, en tant que journalistes, on peut utiliser, la manière dont on l'utilise. Donc voilà, donc à travers ça, moi, vous allez voir ce que c'est aussi que cette démarche de fact-checking. Alors, premier petite alerte, c'est une démarche qui existe beaucoup sur Internet, sur le web. Donc, il y a beaucoup d'anglicismes et le fact-checking est le premier, puisque fact-checking, ça veut dire vérification des faits, tout simplement. L'objectif, pour moi, c'est d'avoir un langage le plus clair, le plus simple possible. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à vous lever la main et j'essaye de vous expliquer, de traduire, de trouver un autre mot. Simplement pour vous préciser d'où je parle, donc moi je suis journaliste depuis une dizaine d'années. J'ai exercé essentiellement sur Lyon. Avant, je travaillais dans un autre journal qui était un hebdomadaire qui peut passer mensuel qui s'appelle Lyon Capital. J'ai confondé en 2011, donc il y a à peu près 6 ans, le site Rue 89 Lyon, qui est l'antenne locale d'un autre site internet que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Rue 89, qui a été créé en même temps que Mediapart il y a 10 ans, en 2007. Alors 2007, c'était les élections présidentielles, ça s'est lancé en même temps, et c'était la première fois qu'on voyait apparaître une nouvelle génération de médias, troisième anglicisme, qu'on appelle des pure players. Les pure players, c'est des sites d'information, mais qui n'ont pas de version print, quatrième anglicisme, je vais les compter, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de version papier, ou de version, on va dire, audiovisuelle. C'est-à-dire c'est pas le site de TF1, c'est pas le site de France Inter, d'Europe 1, etc. Donc c'est simplement des sites d'information qui ne sont pas adossés à une version papier. Il y a eu, pour faire une petite parenthèse, une version papier de Rue 89, mais elle s'est arrêtée depuis. Et donc nous, on a créé cette antenne locale. C'est une antenne locale qui, parce qu'on est sur des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles éditoriaux, j'en parlerai juste après, c'est voulu indépendant du site aussi national, donc avec lequel on a des accords éditoriaux, et pas des désaccords, des accords, donc de reprise d'articles, etc. Mais la rédaction lyonnaise, composée d'assez peu de personnes, puisqu'il y a 3 permanents, puis après des collaborateurs, des pigistes, des blogueurs qui travaillent avec nous, et indépendant donc du site national. Le site national, depuis, a été racheté par l'Obs, enfin Nouvel Obs, l'Obs, et le site est donc intégré au site, à la plateforme du Monde, donc appartient au groupe Le Monde aujourd'hui. La ligne éditoriale aussi, pour en parler, ça c'est important. Le contexte, évidemment, en étant pure player, c'est l'information sur Internet. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on n'est plus dans le contexte de la grande messe du 20h. L'ORTF ou même après le journal de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, non, c'est fini. L'information descendante, verticale, où il y avait une édition d'un journal par jour, les quotidiens qui étaient celui de référence, celui de gauche, celui de droite, la radio. Après, il y a eu les radios dites périphériques, mais Europe 1, RTL, RMC, etc. Mais il y avait relativement peu de médias. Ensuite, il y a eu la presse, les radios libres, puis la privatisation de TF1, puis l'arrivée de la 5, etc. Donc ça, je vous parle des années 80. Et les années 90, c'est le début du web. Et avec le web, et surtout la généralisation de ce qu'on appelle les smartphones, voilà, vous avez tout ça au fond de votre poche, vous avez une démultiplication des blogs, de l'accès à l'information, et donc aussi, vous avez plus accès à l'information, mais aussi il y a plus de canaux d'information. Et dans cet environnement très très large d'information, on ne parlait pas à l'époque, donc ça je vous parle d'il y a une dizaine d'années, il y a beaucoup de choses déjà qui circulaient sur ce qu'on appelle le web participatif. C'était d'abord les blogs et ensuite ce qu'on appelait les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, donc pour les citer, les principaux, c'est Facebook et Twitter. C'est
de ces réseaux sociaux que naissent la plupart de l'audience, donc des gens qui viennent sur un site internet comme le nôtre 89 Lyon, ils viennent des réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'il y a des informations qui se diffusent via ces réseaux sociaux-là. Donc on pouvait avoir, et ça je vous parle il y a 10 ans, et on a encore plus ces sentiments aujourd'hui d'une démultiplication des sources d'informations et parfois de sentiment d'être un peu perdu ou noyé ou ne plus savoir comment se repérer dans la multiplication des sources d'informations. Et des informations aussi. L'immédiateté, puisque avec Internet, comme je vous disais, c'est plus la grande messe du 20h. C'est pas 7 millions de personnes qui regardent le 20h, c'est des gens qui ont accès à l'information et de l'information qui est diffusée en continu. Immédiatement, en continu, des reprises d'informations, etc. Donc dans ce bazar-là, si je puis dire, ce grand bordel, pour citer mon président, on est obligé à un moment donné d'avoir des instances, enfin on est obligé, c'est notre ligne éditoriale et celle du fact-checking aussi, d'avoir des instances dites de validation. Le métier de journaliste, c'est trouver de l'information, la vérifier, la diffuser. C'est 3 choses. Ces 3 temps-là, on peut le mettre au service de ce qui circule aussi sur Internet. Et donc, dans cette horizontalité dans laquelle on se situe, le journaliste, il est plus au-dessus, puisqu'il n'est pas le seul diffuseur et seul producteur d'informations, mais il doit être peut-être surtout, diraient d'autres, là pour vérifier les informations qui circulent. Donc, nous, on participe pleinement de ce qu'on appelle donc le fact-checking. Et ça a été créé justement en même temps que nous. Pour vous dire, le premier site de fact-checking, ça vient donc des États-Unis, comme souvent. Political Fact, c'est célèbre, donc c'est 10 ans. C'est justement dans cet univers-là où soit on fait appel plus à du participatif, messieurs, mesdames, les internautes, aidez-nous à vérifier telle ou telle information, ou signalez-nous des informations, entre guillemets, sur lesquels vous n'êtes pas forcément très sûr et vous nous demandez de les vérifier. Donc dans les deux sens, nous on est plus de l'école dite participative, c'est-à-dire on fait participer sur notre plateforme pour diffuser de l'information ou la vérifier. D'autres, je pense au Monde, notamment le site du Monde, utilise plutôt les internautes comme on va dire presque des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire signalez-nous des fausses informations et nous on fait ce travail de vérification, soit de l'information, même maintenant ils essayent de développer aussi des vérificateurs pour l'ensemble des sites, pour dire attention, on vous signale un site internet qui n'est pas un vrai site d'information et qui diffuse beaucoup de fausses informations. Donc le fact-checking, en gros, c'est justement se dire, face à tout ce qui peut circuler, qui peuvent être des fausses informations, alors on parle de fausses informations, mais on parle de rumeurs, de hoax aussi, un autre anglicisme, donc de fake news, c'est la traduction, enfin la fausse information vient de fake news, donc c'est cette multiplicité de fausses informations. C'est pas nouveau, hein, la rumeur d'Orléans, voilà, c'est la rumeur qui circule, c'est pas nouveau. Internet n'a rien inventé comme d'habitude, mais simplement ça rejoue, ça fait un effet démultiplicateur. Donc le fact-checking, c'est simple, c'est finalement mettre en avant le travail quotidien des journalistes, qui est la vérification de l'information. Alors, là, il y a une double utilité en fait. L'utilité, c'est, comme je vous ai dit, avoir des instances de vérification quand vous n'êtes pas sûr d'une information, premièrement. Deuxièmement, c'est que dans cette horizontalisation, justement, de l'information, le journaliste, il a perdu un peu de sa superbe. Parce qu'avant, comme le professeur, on était là, on arrivait, comme je le fais en même temps, je vais vous dire ce qui est vrai, je vais vous dire ce qui est faux, je vais vous dire, voilà, l'information, c'est moi qui la détiens. Maintenant, il y en a d'autres qui la détiennent. Donc ça veut dire, comme les politiques, si tant est que c'est une profession, la profession de journaliste est l'une des plus décriées. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'erreurs. Mais le fact-checking est aussi là, et c'est pour ça que ça a été développé comme des rubriques, on va les voir juste après, pour essayer de rehausser le rôle de journaliste et de dire, finalement, s'il n'y avait pas les journalistes, on serait bien embêté pour vérifier des informations. Donc, le sous-texte, c'est, croyez-nous, faites-nous confiance, puisque là on parle de confiance en l'information, faites-nous confiance, c'est nous qui pourrons vous dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Parce qu'on fait ce travail de vérification d'information et on le met en avant, on le met en scène.
Et donc pour le mettre en scène, on va justement parler d'informations très précises, où là je vous parle, je vous mets, où on va finalement rentrer dans ce qu'on appelle la boîte noire de l'information, puisque à la base, quand vous lisez un article, quand vous regardez la télé, vous écoutez la radio, on vous explique pas comment on va trouver l'information. Le fact-checking, c'est aussi mettre en scène le travail du journaliste. Premièrement, souvent, on le fait souvent en 2 temps, c'est assez simple, hein. Qu'est-ce qui circule sur le web? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Les déclarations des politiques. Et en dessous, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc là, vous voyez, c'est à propos d'un message qui était sur le t-shirt d'un basketteur. Et après, on va vous dire, ben voilà le vrai message. Donc ça c'est sur le site, donc un petit peu qui a été pas mal copié en France. Et donc ensuite, pour mettre en scène cette information, énormément de journaux en ligne, évidemment, parce que ça se fait plutôt en ligne, même s'il y a des rubriques de fact-checking à la télé. On crée des catégories, des rubriques. Alors pour Le Monde, c'est les décodeurs. Je vous les cite pêle-mêle, hein. Il n'y en a pas un mieux que l'autre, mais il y en a qui sont un peu plus profonds, c'est-à-dire un peu plus de sources. Pour Libé, c'est les désintox. Voilà. France Info, alors c'est le vrai du faux. Ils l'ont même traduit maintenant, c'est le vrai du fake. Bon, voilà. Toujours ces néologismes, voilà. France 24, les observateurs. Voilà. Alors, nous, on n'a pas créé de rubrique parce qu'on le fait. On s'est dit en fait que ça c'est une réflexion connexe, que puisque c'est notre travail quotidien en fait de vérifier l'information, on n'allait pas mettre une rubrique, créer une rubrique. En revanche, on crée du fact-checking, c'est-à-dire on va souligner que c'est du fact-checking quand on veut vraiment mettre en avant une fausse information qui a circulé, une rumeur, une fausse déclaration. Donc pour vous donner un exemple de ce qu'on a pu faire, c'était à l'hiver dernier, une déclaration à Lyon du préfet à l'égalité des chances qui disait on a ouvert des gymnases et tous les sans-abri dorment dans les gymnases. Toutes les personnes dont nous avons connaissance par le 115 sont mises à l'abri pour ce week-end. Et donc, en fait, comme souvent, on part d'une déclaration. Donc là c'est une déclaration qui a été reprise et diffusée du secrétaire général de la préfecture, qui avait rang, puisqu'il a été limogé cette semaine, qui a rang de ce qu'on appelle sous-préfet à l'égalité des chances, de préfet à l'égalité des chances, délégué à l'égalité des chances. Et donc, voilà, les rumeurs, les fausses informations, elles ne parlent pas que d'obscurs sites complotistes, etc. À l'origine, le fact-checking est sur la vérification des faits, des politiques. Là, ça c'est un représentant de la préfecture. Et donc nous, assez facilement, en interrogeant les équipes du SAMU social, on a pu voir qu'il y avait au moins... Alors là, on parlait de température, je ne sais pas si vous vous rappelez, cet hiver, il faisait moins 10 à Lyon au début janvier, et il y avait au moins 59 personnes qui avaient été repérées, seulement repérées par le SAMU social. Et après, on citait les chiffres du 115, des appels justement, et des personnes dites sans solution. Donc voilà, pour vous dire que ça, et ça, nous, on l'a plutôt rubriqué, catégorisé plus que rubriqué, c'est-à-dire qu'on n'a pas une rubrique fact-checking, mais on a voulu souligner que c'était du fact-checking dans le sens où on va vous montrer le démontage de l'information et comment ça se passe en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a une première information qui est diffusée et nous on arrive ensuite pour pouvoir vous dire si cette information est vraie ou fausse. Donc ça, j'allais dire, c'est ce qui s'est développé depuis 10 ans avec la montée des fausses informations. Donc on développe des rubriques, on se dit, bah voilà, on a trouvé l'antidote aux fausses informations, et donc, circuler, il n'y a rien à voir, voilà, je pose le micro, et puis vous rentrez chez vous, vous n'avez plus qu'à aller voir les sites de fact-checking, et vous serez les mieux informés de la Terre. Alors il y a plusieurs problèmes, c'est que d'une part, on est contraint par nous journalistes, notre déontologie, c'est-à-dire qu'on vérifie ce qui est vérifiable. Donc déjà, tous les faits, parfois, qui sont diffusés, ne sont pas tous, toutes les informations ne sont pas tous vérifiables. Donc ça, c'est une première limite. La deuxième limite,
c'est ce qu'on appelle l'ère de post-vérité. Alors, ce terme est arrivé, donc c'est une traduction post-truth verity, voilà, post-truth, ou post-verity, voilà, c'est une journaliste, la rédactrice en chef du Guardian, après le Brexit, donc le référendum qui a conduit à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, où donc cette rédactrice en chef était complètement choquée par la victoire du camp du Leave, donc du camp du départ de l'Union européenne. Elle disait mais je comprends pas, moi j'ai rien vu venir, et finalement quand on recherche un peu, on voit que toutes les fausses informations développées par le camp considéré comme populiste, des anti-européens britanniques, a gagné. Donc ça veut dire que finalement ce qui vaut, selon elle, c'est plus ce que nous on travaille, c'est-à-dire la vérité, on essaye de chercher les faits, etc. Mais la rumeur qui a pris le pas sur la vérité. Alors ça c'était le Brexit, et puis ensuite est arrivée l'élection de Trump. Même analyse. On est dans l'ère de la post-vérité puisque c'est les rumeurs, c'est les fausses informations qui l'ont emporté, puisque ces rumeurs, ces fausses informations venaient plutôt du camp développant les thèses favorables à Donald Trump ou surtout anti-Obama ou anti-Hillary Clinton. Donc cette avalanche-là de fausses informations, finalement, nous, pauvres journalistes qui faisons du fact-checking, est-ce qu'on est vraiment à la hauteur? Première limite, première grosse limite. Alors, sans rentrer dans le détail, quand même, cette notion de vérité, est-ce qu'on est là aussi donc, il y a une intervention, donc c'est pour ça que je vais être assez bref là-dessus. Cette notion de post-vérité, elle est plutôt à comprendre comme étant finalement une alerte lancée par quelques grands médias, alors plutôt anglo-saxons, que ce soit le New York Times aux États-Unis ou avant, donc comme je vous ai dit, le Guardian, qui disait mais comment on peut faire quoi? On est perdu, la rumeur prend le dessus, alors qu'on était quand même disons, mais à 9 ans de fact-checking. Donc ça c'est un gros problème. Il y a un rapport quantitatif presque de force entre ce que nous on peut fact-checker et toutes les rumeurs qui peuvent être développées. Ça c'est la grosse limite, mais l'énorme limite surtout, c'est que même si on fact-check, même si on va vérifier les faits et qu'on met en avant justement le vrai du faux, qu'on met en avant par exemple, alors on a créé des plateformes, voilà, alors là vous voyez c'est pendant les élections européennes, françaises, où là on va dire est-ce que Emmanuel Macron avait une oreillette, vous voyez c'est une plateforme commune, je vais en parler juste après, de vérification d'informations pour les élections, pendant les élections françaises, donc auxquelles on faisait partie, mais avec d'autres sites. Donc les sites se regroupent, etc. Mais finalement, la rumeur presque a gagné, si on peut dire. Le gros problème, en fait, c'est que nous ne sommes pas lus. Et donc là, c'est une première claque que se sont pris les journalistes, donc surtout comme je veux dire, les journalistes anglo-saxons. Pourquoi on n'est pas lus? Pour deux raisons essentielles. D'une part, le phénomène qu'on appelle des bulles de filtre, même s'il est aussi à discuter, ce phénomène de bulle de filtre fait que, comme je vous ai dit, nous avons accès, enfin nous, la plupart des gens, donc plus on va vers la jeune génération, plus c'est le cas, nous avons accès à l'information par les réseaux sociaux, et notamment, surtout, par Facebook. Facebook fonctionne en fait avec un moteur, une machine qu'on appelle, qui est programmée, ça s'appelle un algorithme, et l'algorithme de Facebook va vous montrer des contenus sur votre ce qu'on appelle le newsfeed, le fil d'actualité. Et sur votre fil d'actualité, plus vous likez, c'est-à-dire plus vous aimez des pages par exemple favorables à Donald Trump, et plus vous allez avoir de pages favorables à Donald Trump. Donc c'est un effet amplificateur finalement de vos centres d'intérêt. Donc puisque vous êtes informé par ce canal-là, surtout, vous allez avoir moins la possibilité de vous informer par un canal un peu plus neutre ou un peu plus honnête, qui serait le média, qui serait la grande messe du 20h. Puisque nous, journalistes, nous avons une obligation de contradictoire, nous vérifions l'information, etc. Donc si vous restez sur les réseaux sociaux, c'est pas tant que vous allez avoir plus d'informations, c'est surtout que vous ne verrez pas l'information du camp adverse.
Et donc ça, c'est Filter Bubbles, donc c'est une traduction, bulle de filtre en français. C'est ce qui a été mis en avant justement pour expliquer l'élection de Donald Trump ou l'élection ou la victoire du Brexit. C'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, on n'est pas les seuls malheureusement à faire de l'information. Et il y a beaucoup de sites qui sont des sites dits d'agrégation. C'est-à-dire que moi je produis de l'information, voilà, je fais un article sur est-ce que tout le monde était à l'abri au mois de janvier, voilà. Et ensuite cette information, elle est diffusée, elle est relayée par tout un tas, alors on parle même pas des réseaux sociaux, mais par tout un tas de sites d'information qui ne produisent pas d'informations, mais qui sont là juste simplement pour faire de l'agrégation. C'est-à-dire qu'ils récupèrent des informations et ils le mettent sur leur site. Et ils le remettent sur le site, mais le problème c'est qu'ils sont tellement bien faits ces sites, c'est qu'on a l'impression que c'est des sites d'information. Et puisqu'ils sont justement automatisés, parfois ils sont quasiment plus rapides que vous à diffuser votre information. Puisqu'ils repèrent les informations, quand je dis ils repèrent, c'est les machines repèrent les informations, les absorbent, éventuellement il peut avoir un ouvrier spécialisé de l'information, parce que là c'est du travail de desk, comme on dit, de bureau, vous changez un titre, vous mettez en avant 3 informations, hop, un lien éventuellement, parce que quand même, sinon ils se sont tapés sur les doigts, un lien vers le site source, par exemple le 89 Lyon, et après c'est balancé. Et ces sites-là, en fait, se sont énormément développés, notamment avec des orientations politiques. Et donc, qui scannent l'actualité, mais avec une orientation. Donc, ces sites-là, on est concurrencé par d'autres sites dits d'information, mais qui sont en fait, pour beaucoup, pas du tout d'information. C'est là qu'intervient le concept de réinformation. Donc on est, nous, concurrencés, nous, journalistes, concurrencés par des sites de réinformation qui sont plutôt liés à des informations, à des sites d'extrême droite, à la mouvance d'extrême droite. Je vais vous en citer 3, des mouvances identitaires par exemple. Brésinfo, l'actualité vue de Bretagne. Donc voilà, si vous cherchez le site Brésinfo, c'est l'actualité vue de Bretagne. C'est un site identitaire de breton. Idem pour Info Bordeaux, l'actualité en continu, fait divers, voilà, Info Bordeaux. Info Bordeaux, l'autre information, voilà, on clique dessus, ça leur fera un clic, voilà, ou une chaîne de télé sur le web qui s'appelle Liberté TV. Alors là, pour le coup, eux ils se cachent moins, ils sont beaucoup plus honnêtes puisqu'ils parlent de réinformation. Réinformation, sous-entendu, on continue à taper sur les journalistes, sous-entendu, les journalistes vous mentent, nous, on va vous donner la bonne information. Donc la réinformation, c'est nous, on va vous informer correctement. Alors que nous, on lutte justement contre ce type de sites qui peuvent justement pas mal développer des fausses informations. Ou en tout cas sur une mise en scène. Donc vous voyez, là, on a cette concurrence-là. Alors, pour passer, quelles sont les solutions? Puisque vous avez énormément de rumeurs qui se développent, et en même temps, on est... alors, hop, dans les infos. Et on est extrêmement contraint par ces sites dits de réinformation ou d'agrégation. Sachant que ces sites-là font énormément de clics, c'est-à-dire énormément de visites, et parfois plus de visites que des sites d'information. Et donc, gagnent de l'argent grâce à ces clics, on va le voir. La première solution qui a été mise en avant, c'est qu'après un déni, en fait, après une période de négation, où Google et Facebook, justement, disaient « Mais non, mais nous, on n'est pas concernés par cette diffusion de fausses informations, circuler, il n'y a rien à voir, on n'est pas responsable, l'élection de Trump, c'est pas nous, l'élection la victoire du livre, c'est pas nous aussi, circuler, il n'y a rien à voir. » Alors ça a duré quelques mois, donc ça, c'est un débat qui a été surtout, qui a eu cours au début de l'année 2017, donc juste après l'élection de Donald Trump, il y a un peu moins d'un an. Et puis, quand même, face aux études qui se multipliaient, alors c'est aux sociologues, aux spécialistes de l'information, aux scientifiques qui se penchent sur le sujet, qu'est-ce qui fait l'information? C'est pas forcément les médias, enfin c'est un autre débat, mais les médias font pas forcément l'élection. Il n'empêche qu'il y a une responsabilité et elle a été reconnue à la fin, heureusement. À partir du printemps 2017, les deux géants du web, que sont Google et Facebook, ont changé d'attitude et ont dit oui, peut-être, vous avez raison, on a peut-être une part de responsabilité quand même dans tout ça, et dans la diffusion de l'information plus globalement, et dans la diffusion plus précisément de fausses informations.
Et donc, ils ont proposé de s'allier avec des sites d'information pour traquer les fausses informations et donc pour faire du fact-checking. Alors, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été lancées. Je vous parle du printemps, élection française, élection présidentielle en France. Google, donc à travers son Google Lab, a mis en place une plateforme, donc Crosscheck, avec un consortium de médias dont on faisait partie. Donc, c'est ce que je vous ai montré ici. Qui a été expérimenté. Donc il y avait nous, il y avait l'AFP, il y avait Le Monde, les observeurs, enfin tous ceux qui font du fact-checking en gros. Donc vous voyez, là il y a la liste de tous les médias. Pour fact-checker, donc pour vérifier tout ce qui se disait, en tout cas les principales rumeurs qui circulaient durant les élections présidentielles. Donc ça c'est une première initiative, c'est-à-dire que moyennant un financement modeste, Google nous a pas donné beaucoup d'argent, c'est l'un des problèmes, on verra après. On s'est réunis, mais ils ont surtout mis en place une infrastructure, c'est-à-dire qu'on avait une plateforme de partage justement d'informations, et on travaillait avec d'autres médias pour pouvoir rapidement vérifier, puisqu'il y avait une course contre la montre, les fausses informations se diffusaient, et nous on était là, il fallait fact-checker, vu qu'on est limité. Alors nous, je vous ai dit, on est 3 journalistes permanents, Le Monde ils sont un peu plus nombreux évidemment, mais n'empêche qu'ils ont d'autres aussi, ils ont beaucoup plus d'informations à traiter, informations internationales, nationales, etc. Donc toutes ces unités dans les journaux de fact-checking se sont mis ensemble en disant, ben voilà, quelles que soient nos lignes éditoriales, il y en a qui sont plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus centristes, on va se mettre ensemble parce qu'on considère globalement que la fausse information c'est un problème pour la démocratie, et notamment dans le cadre d'une élection importante comme l'élection présidentielle. Donc on s'est mis ensemble et on a vérifié, donc cross-checké, donc là c'était le terme, puisque la plateforme s'appelle cross-check, pour dire ça a été l'information, la fausse information a été débunkée aussi, comme on dit, a été vérifiée, travaillée par tout un tas de médias. Donc on mettait les logos, donc là vous voyez il y avait 4 médias qui avaient travaillé là-dessus, dont nos cousins là de rue 89 Bordeaux. Donc première initiative. Ensuite, Facebook, pour vous dire vite fait ce qu'ils ont fait, ils ont mis en place un bouton pour signaler les fake news. Ensuite, ils ont mis en place un mini-guide justement pour repérer la fausse information. Et ils ont supprimé 30 000 comptes qui diffusaient des fausses informations. Ils ont mis en place aussi ce qu'on appelle les related articles. C'est des articles justement assez solides pour, au moment d'une diffusion d'une information, pour pouvoir vous référer à ces articles-là. Super. Facebook met ça en place. Google de son côté, donc Google c'est un moteur de recherche, il va travailler sur 2 niveaux, la publicité et le référencement. La publicité c'est quoi ? C'est que Google, vous le connaissez comme moteur de recherche, mais si vous connaissez un petit peu le web, vous savez aussi que Google, par les AdSense, aussi est un publicitaire. C'est-à-dire que des sites internet, quand je vous ai dit un site internet vit du clic, c'est que si vous n'avez pas de régie publicitaire, mais vous avez un super site internet, vous pouvez demander à Google qu'il vous mette de la publicité. Et vous serez payé au clic. Donc si par exemple, votre site fait 1 million de visites, et que vous avez une pub Google va vous reverser X milliers d'euros. Super. Le problème, c'est qu'il y en a, ils sont tellement honnêtes. Après les élections américaines, il y a le pape de la fausse information, Paul Horner, qui a accordé une interview au Washington Post, dans lequel il dit bah oui, moi j'ai créé des fausses informations, des sites de fausses informations, puisque mon objectif c'était pas de faire élire Donald Trump, moi je suis pas un politique, c'est faire des sous. Donc il a créé plein de sites de fausses informations et il produisait de la fausse. Il y a des usines à fausse information, qui produisaient de la fausse information à l'appel pour faire du clic et gagner de l'argent. Et donc pendant les élections, alors il s'est pas fait énormément d'argent, mais quand même 10 000 euros par mois, il déclare via Google. Donc si vous voulez faire de l'argent, vous savez ce qu'il vous reste à faire, créer des sites de fausses informations. Donc Google était un peu gêné aux entournures, et donc ils ont supprimé l'AdSense, donc la publicité Google, sur 200 sites. Donc premier effet, voilà, ils ont travaillé sur la publicité. Deuxième effet, ils ont travaillé sur le référencement. Donc vous savez, pareil, Google fonctionne avec un moteur, des robots
donc qui sont programmés, et c'est ce qu'on appelle un algorithme. C'est ce qui va faire que quand vous tapez Donald Trump sur votre moteur de recherche préféré, vous allez avoir des résultats. Et ces résultats, enfin vous connaissez tous Google, donc je ne vous montre pas, ils sont hiérarchisés. Et vous savez, c'est votre pratique de tous les jours, que vous regardez les premiers résultats. Les 3 premiers résultats comptent. Les 3 premiers, je parle même pas. Et vous savez que vous avez des dizaines et des dizaines de pages de résultats. Ça, c'est un moteur. Ça, c'est un algorithme. C'est comme l'algorithme de Facebook. Ça, c'est la boîte noire, c'est le cœur du business de ces géants du web. Personne ne sait, à part ceux qui programment, et ils sont quelques-uns dans la Silicon Valley, comment est constitué l'algorithme de Google. Ce qu'on peut constater, et c'est ça le problème, c'est qu'ils mettent en avant des fausses informations. Donc là, deuxième problème, c'est que quand vous tapez justement Donald Trump ou Hillary Clinton, à l'époque en tout cas, quand vous tapiez ça pendant les élections, il y avait énormément de fausses informations qui remontaient. Donc ils ont fait ce qu'on appelle du déréférencement, c'est-à-dire que ce qui était repéré, ils ont travaillé justement, alors là avec quelques journalistes, ils ont altéré justement le référencement de ces sites-là. Donc ça veut dire que normalement ces sites-là, qui diffusent des fausses informations, sont déréférencés, donc n'apparaissent pas dans les premiers résultats. Donc vous dites, voilà, encore une fois, à ce niveau-là, ça y est, vous pouvez sortir, regarder l'information sur Facebook, sur Google, et de toute manière, vous serez sûr d'être prémuni, il n'y aura pas de fausses informations. Le problème, c'est que, comme souvent, ces géants du web vous disent on vous jure la main sur le cœur, on va payer nos impôts, on va lutter contre la fausse information, et patatras, il y a quelques semaines, tuerie de Las Vegas, donc en dehors du fait que c'était la plus grosse tuerie aux États-Unis, ça a été aussi une nouvelle polémique autour des fausses informations. Si vous avez vu, justement, toutes les rumeurs sont parties sur l'identité du tueur. Donc voilà, une personne dans un hôtel va tirer au fusil automatique sur des personnes réunies en bas pour un concert. Tout de suite, on a à peu près les faits que je vous décris brièvement. Mais évidemment, tout le monde veut savoir, mais c'est qui? C'est Daesh, l'État islamique, c'est le Ku Klux Klan, c'est, je sais pas, un communiste. Et donc vous avez eu, dès le début, tout le monde qui diffusait, alors oui c'est un communiste, oui il est proche de l'extrême droite, oui c'est un envoyé il s'est radicalisé, c'est l'État islamique, etc., etc. Et tout ça, évidemment ça circule, puisque comme je vous ai dit, il y a des gens qui peuvent créer des sites internet, vous pouvez le faire avec des fausses informations. Vous dites, oh bah tiens, je vais créer une fausse information sur, voilà, la milice, en fait elle est dirigée en sous-main par le Mossad, je sais pas, enfin vous voyez, vous pouvez... évidemment, l'esprit est fécond et vous pouvez créer autant de fausses informations. Le problème, comme je vous ai dit, c'est que ces fausses informations sont diffusées et reprises. Et on s'est aperçu que Facebook, que Google avait diffusé toutes ces fausses informations, qui disaient que le tueur est un communiste, qui disait d'extrême droite, un sioniste, enfin bon, on a tout eu. Si vous regardiez, on se disait, ah bah ouais, finalement il a beaucoup de casquettes ce tueur. Et en fait, leur promesse, puisqu'on ne peut pas nous vérifier, comme je vous ai dit, la boîte noire, l'algorithme, la promesse de déréférencement de Google ou d'altérer justement, de vérifier, de tout de suite travailler sur la mauvaise information de Facebook n'a pas fonctionné. Voilà, donc ça une fois de plus créé la polémique, une fois de plus, alors là ça a été un peu plus rapide, donc il y a peut-être un peu d'espoir. Quelques jours après, quand même, les dirigeants de Facebook et Google ont reconnu qu'il y avait eu un vrai problème, mais toujours en disant c'est notre algorithme, c'est-à-dire c'est les machines, il y a un problème de machine, il y a un problème de machine, donc ils vont encore traiter la machine. Le problème de fond, c'est que surtout Google et Facebook, comme je vous ai dit, gagnent de l'argent avec des clics. Et gagnent de l'argent, plus vous cliquez sur Facebook, plus vous consultez de pages, et plus du coup ils vivent de la publicité, et plus vous avez de chance de cliquer ou de voir la publicité. Idem pour Google. Donc la question sur laquelle on pourra éventuellement débattre, c'est l'engagement profond ou pas de ces géants du web pour justement lutter contre ces fausses informations. L'autre aspect aussi, c'est que finalement, moi c'est une des pistes de réflexion
que je lance, mais avec d'autres, c'est que Google et Facebook, même s'ils ont lancé des plateformes, comme je vous ai montré, là, ici, Crosscheck, c'est très bien, ils nous ont fourni une plateforme, mais les personnes qui vérifiaient l'information, c'était les journalistes. Donc moi, quand je travaille pour vérifier une fausse information, je ne suis pas payé par Google, même si je peux la mettre sur la plateforme Crosscheck. Enfin, si je pouvais la mettre, parce qu'elle s'est arrêtée, elle existait pour les élections présidentielles. Donc ce deal-là, c'est vérifier l'information, nous on les mettra en avant. Enfin super, donc on va dire, bah tiens génial, on va gagner des visites, mais bon malheureusement nous on vit pas autant de la publicité que ces géants du web. Donc il y a des journaux, notamment le premier groupe de presse, enfin le plus réputé, le groupe de presse allemand, Die Welt, donc l'équivalent du Monde si vous voulez, en Allemagne, a dit non mais ce deal-là on l'accepte pas avec Facebook. Nous si on fait un boulot de vérification d'informations qui est nécessaire à la démocratie, etc. Vous palpez plusieurs milliards de dollars sans le déclarer en Europe, etc. Super. Par contre vous allez nous donner de l'argent pour faire ce travail de fausse information. De vérification de fausses informations. Donc voilà, le débat on est là. Pour l'instant, ça ne bouge pas trop, mais en tout cas, moi c'est ma thèse, hein, je vous dis bien mon opinion. On a bien vu à travers cet exemple qui quand même le dernier gros moment d'emballement médiatique qui est alors moins en France évidemment, mais qui est la tuerie de Las Vegas, un échec des algorithmes et un échec et surtout un vrai questionnement qu'on peut avoir sur les promesses. Donc Google et Facebook se cachent derrière les algorithmes. Moi je pense, donc ma thèse, c'est qu'il faut mettre de l'humain. Et donc des journalistes. Et donc ces journalistes, à un moment donné, il faut les payer, quoi. Bref. Voilà, sachant que vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement les modèles économiques sont questionnés et que l'état globalement de la presse, l'état financier de la presse est pas extrêmement reluisant. Et donc ça c'est ce travail autour des diffuseurs. Donc l'information c'est deux choses, hein, c'est toujours pareil, hein, un émetteur, un récepteur. Donc là je vous ai parlé des émetteurs, des diffuseurs d'informations, voire des producteurs d'informations, et comment le diffuseur peut s'allier avec le producteur. Donc ça c'est une première chose, première solution, première piste à travailler. Deuxième piste à travailler, c'est ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Puisque, comme je vous ai dit dès le début, la profession de journaliste, elle n'est pas vraiment vue d'un bon aspect, et qu'il faudrait justement qu'on trouve des outils pour que ce travail de journaliste soit davantage cru, qu'il y ait une confiance dans les journalistes, etc. Donc ce travail d'éducation aux médias, c'est pas simplement dire voilà, tout simplement nous on fait notre travail, il faut croire les journalistes, c'est aussi, on en parlait dans l'introduction, montrer que notre travail du quotidien, qui est notre déontologie, peut être utilisé par d'autres personnes. C'est-à-dire que si vous faites ce travail de vérification d'informations, finalement vous faites sans le savoir, comme Monsieur Jourdain, vous faites du journalisme. Et ça, vous pouvez en faire profiter éventuellement des journalistes en disant moi j'ai fait un travail d'information, de vérification, regardez, éventuellement repassez dessus amis journalistes et puis diffusez-le. Donc ça c'est ce côté participatif de la vérification de l'information. Mais sinon, voilà, même si vous en faites profiter que vos amis dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, c'est déjà pas mal. Le gros problème aussi, c'est que on est dans un contexte où le titre d'un article qui est partagé sur les réseaux sociaux, un article vrai ou faux, hein, diffusant une vraie ou une fausse information, est immédiatement relayé, parce que plus c'est gros, plus ça choque, et plus on se dit, oh là là, je vais le relayer à ceux qui me suivent, à mes amis Facebook, à mes followers, donc ceux qui me suivent sur Twitter, donc je vais le relayer sans avoir pris le temps de simplement aller soit sur une plateforme de vérification d'informations, ou même soi-même essayer de faire cette vérification d'informations. Donc surtout le premier message, et ça c'est un message à faire passer au quotidien, auprès justement, quand on dit éducation, on pense éducation nationale, mais c'est au sens large, c'est simplement comment on utilise ces réseaux sociaux, comment on utilise les médias pour éviter déjà, premièrement, que la fausse information se diffuse.
Parce que quand une information vous touche, vous choque, et vraiment grosse, on se dit mais j'ai envie d'en faire partager. C'est mon premier réflexe, je vais le faire partager, je vais faire partager cette information. Alors vous pouvez en discuter comme ça, de vous à moi ici, à la terrasse d'un café, mais souvent ça passe par ces petites machines, et donc vous allez partager, vous allez relayer une fausse information. Donc la première chose, les premiers messages à faire passer, c'est justement vérifier cette information avant de la relayer. Et ensuite, trouver des éléments, donner des éléments qui sont somme toute relativement basiques pour vérifier ces informations, pour justement questionner une information. Mais questionner une information, j'allais dire, enfin ça c'est mon point de vue aussi, pas simplement ce que vous voyez et qui vous paraît bizarre, mais c'est aussi peut-être des fois l'information qui vous semble avoir tous les tampons, c'est-à-dire venant d'un gros site d'information, venant d'un gros média. Il faut aussi avoir cette attitude critique-là. Parce que malheureusement, et c'est pour ça aussi que on a perdu notre superbe, nous journalistes, c'est qu'on a diffusé aussi des fausses informations. Et c'est ça le problème, c'est que les journalistes qui diffusent des fausses informations ont le devoir, ça c'est la déontologie, de revenir dessus et de dire oups, on s'est trompé. Ce qui n'est pas le cas évidemment des sites de fausses informations. Donc malgré tout, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser tous ces erreurs journalistiques pour pouvoir dire mais regardez, si eux diffusent des fausses informations, nous on est capable aussi de diffuser de l'information inversement. Donc les journalistes font de la fausse information, donc nous sites de réinformation, blogs, etc., on peut diffuser de l'information. Donc cette même attitude d'autodéfense intellectuelle, utilisez-la vis-à-vis d'informations. Il y a des collègues là qui font justement de l'éducation aux médias. Ils partent d'un exemple qui est assez frappant. C'était une conférence de presse avec une mère porteuse. C'est interdit en France d'être mère porteuse, et c'était la première mère porteuse en France, quoi. C'était en Bretagne, tout le monde s'est précipité. Ah là là, la première mère porteuse, tiens, voilà, conférence de presse, elle était là à ma place, et tous les journalistes à votre place. Ah oui, première mère porteuse, elle était enceinte, très bien, très bien. Bon, il s'avère que c'est un faux témoignage, mais le coup était parti, et finalement on peut dire que plutôt que de ne pas prendre du temps après la conférence de presse de questionner véritablement mais comment ça s'était passé, etc., tout de suite ça a été titré la première mère porteuse. Bon, assez rapidement on a vu que c'était j'allais dire une sorte de canular, finalement qui était devenue une fausse information, et des journaux sont revenus dessus pour dire c'est pas le cas. Peut-être pas forcément les journaux qui ont diffusé d'informations, mais en tout cas, grâce au pluralisme de la presse, vous pouvez voir si cette information est reprise ou pas. Donc voilà, il y a quelques petits conseils justement, des choses à savoir pour vérifier l'information. Simplement, et on pourra revenir dessus, il y a quelques grands conseils à savoir. C'est d'une part, pour résumer, et puis pour terminer sur des outils, puis après on fera circuler le micro, c'est dire, premièrement, comme je vous ai dit, une information sur le web qui est présentée sous forme d'information, il faut tout le temps se dire est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse. Il faut l'interroger. Voilà, quand je dis une information, c'est une information dont vous n'avez pas entendu parler, qui est une sorte de scoop, breaking news, on va vous annoncer quelque chose d'extraordinaire, ça, s'interroger déjà dessus. Ensuite, se poser la question, malgré tout, même si je vous ai dit qu'il y avait eu des erreurs, de la marque qui diffuse l'information. Le Monde, vous connaissez, le Figaro, Libération, ils ont une déontologie, il y a des journalistes, donc malgré tout, ils mettent un tampon information vérifiée. Voilà. Le diffuseur, finalement, est-il connu ou reconnu? Troisièmement, si c'est une véritable information, un vrai scoop, cette information-là, généralement, elle est ce qu'on appelle reprise. Une information est toujours reprise. On annonce que, je ne sais pas, pour vous sortir les informations que l'on a pu sortir sur, je ne sais pas, enquête préliminaire ouverte sur un voyage de Laurent Wauquiez donc ministre... Le président de la région en Chine, voilà, ça c'est une information que nous on a diffusée, donc c'était un scoop, on vous a dit, voilà, il y a une enquête préliminaire, donc une enquête du procureur, diligentée par le procureur, sur ce voyage de Laurent Wauquiez à Shanghai.
C'est une information parce que Laurent Wauquiez est une personne politique importante, etc. Donc on diffuse cette information, on a cette information par des sources, hein, protection de sources, je ne vais pas vous dire lesquelles, mais on a cette information, on la vérifie, on la diffuse. Cette information, on aurait pu dire, on s'interroge, là c'est énorme, vous pouvez vous questionner sur la véracité de cette information. Elle a un tampon parce que c'est un média connu, reconnu, le nôtre, et deuxièmement, elle a un double tampon parce que cette information est automatique, et rapidement, pas automatiquement, mais avec un travail parfois de revérification par l'agence France Presse, une agence de presse, par Le Monde, par Le Progrès, le journal local, etc. Donc une reprise de l'information, c'est important. Ensuite, quand on vous présente aussi des preuves, que ce soit des vidéos ou des photos, on vous dit, bah regardez, là il y a eu, je sais pas, une mère porteuse. Vous voyez, la personne est enceinte. Bah, vous voyez, elle est bien une mère porteuse parce qu'elle est enceinte. Ou vous voyez tout un tas de photos ou de vidéos qui sont mis en avant comme étant autant de preuves. Vous savez qu'à l'ère de l'informatique, les photos comme les vidéos peuvent être trafiquées. Donc ça, s'interroger sur une photo, s'interroger sur une vidéo, il y a quelques outils, notamment Google, qui vous permet, en rentrant l'adresse, parce qu'une photo, comme un article, a un URL, c'est-à-dire une adresse internet, et donc vous pouvez faire rapidement une recherche sur cette photo, et vous pouvez retrouver des occurrences. Après, si les photos ont été trafiquées, parfois, justement, vous n'allez pas retrouver la source de la photo. Mais vous allez pouvoir vous interroger sur le contexte de la photo, sur, tiens, est-ce que, on me dit que ça a été photographié en France, mais est-ce que dans le, justement, ce qu'on voit sur la photo, par exemple, les policiers qu'on voit sur la photo sont bien des policiers français avec leur uniforme. Je vois des inscriptions de ci, de là. Est-ce que les inscriptions sont bien en français ou dans une autre langue, etc., etc. La photo est censée avoir été prise à cet endroit. Grâce aussi à notre ami Google, vous avez ce qu'on appelle Google Maps ou Street View qui vous permet de plonger directement à l'endroit précis et de voir. Alors parfois c'est un peu flou, mais vous voyez l'environnement. Donc vous avez tout un tas d'outils comme ça, assez simples, où vous pouvez mener vous-même votre enquête. Quand je dis vous pouvez être vous-même finalement des journalistes, puisque vous pouvez vérifier si ce qu'on vous montre comme photo ou comme vidéo est exact. Voilà, pareil sur les vidéos, il y a ce qu'on appelle, vous pouvez faire de la même manière une recherche inversée, et il y a un petit outil qui a été développé notamment par Amnesty International, pour vous dire qu'aussi, là c'est une ONG qui s'emparait de ça, pour vous rentrer une adresse YouTube, et ce moteur de recherche inversée va rechercher toutes les vidéos qui ont été repérées comme étant liées à cette vidéo-là. Et parfois, grâce à la recherche inversée, vous allez voir que cette vidéo elle est tellement proche que c'est la même en fait, sauf que on vous dit que c'est je sais pas, par exemple une manifestation sur la loi travail, alors que ça va être une manifestation de taxi. Et on vous montre des échauffourées pour, par exemple, ça avait été diffusé par des réseaux plutôt à l'extrême droite pour dire, regardez, les syndicats, ça donne à des violences sur le périphérique, alors que c'était une vidéo de chauffeurs de taxi qui manifestaient à l'époque contre Uber, etc. Voilà, donc ça c'était avec un des exemples. Voilà, donc moralité, il y a un double travail, me semble-t-il, sur la fausse information, à la fois niveau très très global, puisque là on parle d'un niveau presque mondial, même si c'est après à chaque fois bien différent de pays à pays, avec les diffuseurs et les géants du web que sont Google et Facebook, et un travail aussi, j'allais dire, d'éducation aux médias, à la fois globalement pour expliquer comment nous on travaille journalistes et qu'il faut quand même un peu malgré tout croire les journalistes, et deuxièmement que ces outils des journalistes soient diffusés auprès du plus grand nombre. Alors ça peut être diffusé via des conférences comme celle-ci, mais ça peut être aussi des modules que vous pouvez trouver sur internet, des interventions dans les écoles, les MJC, etc. Donc c'est, me semble-t-il, en tout cas voilà les deux gros chantiers pour essayer de limiter la diffusion surtout de ces fausses informations. Voilà pour le propos un petit peu liminaire, un petit peu long finalement, mais voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose.